Voilà, moi, mon nom, c'est Edith Laflamme. On s'est déjà rencontrés à l'introduction. Je suis directeur général du Centre des technologies d'eau. Je suis en compagnie d'Émilie Papillon, qui est chef de section à la direction des eaux usées de la Ville de Montréal pour la dernière section qui va être peut-être un peu différente parce que nous, on va parler en fait de surverse. Et puis, quand on parle de surverse, c'est assez difficile de ne pas parler de pluie. C'est un peu intimement lié. Fait que, on va y aller de cette façon. Dans le fond, on se situe ici dans le cycle urbain de l'eau. En fait, on va être un peu dans le réseau à quelques fois. Il y a des surverses et on est en fait surtout avant la station d'épuration parce que si on est en surverse, c'est qu'on ne s'y rend pas à la station d'épuration. Fait qu'il y a différents types de surverses. On a préféré, moi et Émilie, ne pas parler des surverses et des dérivations de stations d'épuration parce qu'on considère que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais ça arrive, mais on ne veut pas en parler parce que c'est peut-être pas un avenir ou un truc qui est... Alors, on veut plutôt parler des surverses en réseau, qui sont quand même un enjeu significatif. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'en milieu urbanisé, on a changé un petit peu la nature. On a mis beaucoup plus de surface perméable. Fait que l'eau, elle va couler. Elle va venir encombrer les réseaux. En particulier, les réseaux combinés. À laquelle la pluie s'en vient directement, le mot combiné le dit, là, on s'en vient de mélanger les deux types d'eau à même le réseau. C'est pour ça qu'en cas de pluie, on va avoir régulièrement ce qu'on va appeler une surverse parce que en fait, le réseau n'est pas capable de le prendre, ni la station d'épuration. Tous les trop-pleins vont partir vers le fleuve, les cours d'eau, vers la nature. Maintenant, une question que Romain nous avait posée. Ah, attends, je vais changer ma... avez-vous beaucoup de surverses par année? On a été voir sur le site de Fondation Rivière, puis oui, il y en a beaucoup des surverses par année. La carte le dit, c'est assez clair. Je pense que c'est un problème qui est généralisé. Maintenant, la deuxième question, pensez-vous que les changements climatiques auront un impact plus important sur les surverses? Plus grosses précipitations sur plus courte durée? Bien sûr. C'est sûr. On a trouvé vraiment plusieurs publications sur le sujet. Entre autres, une publication du ministère de l'Environnement du Canada qui montre assez clairement qu'il y a un changement dans les précipitations. Elles sont maintenant plus intenses, mais plus courtes, ce qui cause certains problèmes vu l'urbanisation, vu les surfaces perméables. C'est pour ça qu'on peut voir, entre autres par les premiers graphiques que je vous ai présentés, qu'on a plusieurs surverses et que c'est un problème à laquelle il faut qu'on travaille. On peut voir aussi l'accroissement de ces événements plus intenses. Ils vont nous apporter des risques accrus d'inondation, de refoulement de réseaux de drainage. On va avoir vraiment un accroissement du nombre de débordements parce que ça arrive tout d'un coup. Puis, en fait, comme on est perméable, on n'arrive pas vraiment à faire rentrer l'eau où est-ce qu'elle devrait être au départ. Fait qu'on va vraiment augmenter ces événements-là. C'est un peu, je ne vous lirai pas au complet les conclusions, mais c'est vraiment et à la fois dû au fait qu'on a vraiment, on est venu changer l'allure du terrain initial pour en mettre des surfaces perméables et en plus, on a beaucoup plus d'événements pluvieux forts, ce qui sollicite beaucoup les infrastructures. Dans le fond, là, si je fais du pouce sur ce tableau-là, les cas de figure qu'on voit, en fait, c'est évidemment au niveau de la pluviométrie générale, on a des événements plus nombreux ou plus intenses. Par contre, on peut aussi, au contraire, avoir des périodes de sécheresse et de canicule qui vont faire en sorte de mettre, pas en péril, mais dans le fond, nous complexifier la vie au niveau de nos sources d'eau potable et puis la qualité des milieux. Dans le fond, si les milieux naturels sont asséchés, alors l'impact des surverses est pire. Et puis, finalement, il y a l'accroissement des événements hivernaux, là. Pour le moment, on cible beaucoup la saison estivale. Souvent, les règles de débordement vont être de mai à octobre, par exemple. Mais plus ça va, plus on voit qu'il y a des événements l'hiver aussi là, qui peuvent être problématiques. Donc, dans le panel, en fait, on voulait aussi soulever les enjeux réglementaires auxquels les municipalités sont
soumises. Et puis, là-dessus, ben, on relève d'abord les modifications récentes du RAFI, entre autres. Donc, ben, je vais passer rapidement sur les différentes normes, là. Mais avec le RAFI, grosso modo, on veut viser l'application de la position ministérielle sur les normes pan-canadiennes de débordement. Donc, globalement, ben, les extensions de réseau, pour avoir un certificat d'autorisation, doivent démontrer que ça n'empire pas la situation actuelle. Donc, généralement, ça vise le statu quo. Dans les changements apportés à la réglementation, on trouve maintenant des travaux qui ont un plus grand impact potentiel sur l'environnement. Dans le fond, si on a un débordement anticipé de 10 000 mètres cubes ou plus près de la protection immédiate d'une aire de prélèvement d'eau, il faut maintenant passer en demande de CA. Donc, avant, on pouvait aller vers un avis au ministre là, pour des travaux planifiés. Et dans un deuxième temps, même si on n'est pas dans l'aire directe de prélèvement d'eau, il faut avoir un CA si on pense totaliser le débordement de plus, je m'excuse, la formulation n'était pas bonne, mais de plus de 100 000 mètres cubes. Vous comprendrez qu'à Montréal, avec un débit de traitement à 84 mètres cubes seconde, le niveau de risque est important à analyser à chaque fois qu'on a une intervention à faire parce que ça ne prend pas beaucoup de temps pour avoir un 100 000 mètres cubes. Ensuite, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des déclarations de conformité aussi. Donc, il y a certains dossiers qui ne seront plus soumis à des demandes d'autorisation et ça peut viser n'importe quelle extension d'égout s'il n'est pas susceptible d'augmenter la fréquence des débordements. Dans le fond, si les municipalités visent plus que le statu quo, dans le fond, qui veulent réduire leur volume de ruissellement, à ce moment-là, ils doivent prendre des mesures eux-mêmes parce que ce n'est pas dans l'encadrement, en fait. Et finalement, ben, il y a l'ajout de l'attestation d'assainissement qui s'en vient. Et du point de vue du réseau, ben, en fait, si les projets sont déjà inclus dans l'attestation d'assainissement, ben, ils ne sont pas nécessairement soumis à des demandes d'autorisation de CA. Mais en contrepartie, si la municipalité dépasse ses exigences dans ses déclarations annuelles et mensuelles, elle se voit exposée à des sanctions. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question un peu avec la pluviométrie parce que d'une année à l'autre, c'est très variable, là. On se retrouve avec des exigences qui sont faites sur des moyennes de plusieurs années, mais avec les changements climatiques, on sait qu'on peut avoir une année avec beaucoup plus de précipitations qu'une autre puis se voir dans une situation de non-respect. À ça s'ajoute aussi le plan de gestion des débordements que les municipalités peuvent présenter pour présenter des mesures compensatoires globales, qui fait maintenant partie de l'attestation d'assainissement. Et il y a, en fait, je voulais aussi aborder le point de la déclaration des surverses là, au ROMAE, SOMAE. Où finalement, il y a des enjeux au niveau de l'équipement. Donc, ça peut être des pistes là, de choses qui intéressent les municipalités au niveau de la recherche, là, parce qu'on se fait vendre tout et n'importe quoi par les fournisseurs. Et puis, on constate des fois qu'il y a des manquements au niveau de la performance des équipements ou bien encore qu'il y a des enjeux au niveau de la classification électrique, là, ils ne sont pas explosion proof. Il y en a qui nous disent qu'ils peuvent mesurer le débit juste en mesurant la hauteur, mais quand on connaît ça un peu, on sait qu'il y a des limites là, ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'était pour le volet provincial. Maintenant, au niveau du fédéral... Fédéral, j'ai été trop vite, hein? C'est correct, c'est peut-être moi qui passe vite. Au niveau du fédéral, pardon, il y a eu un accord d'équivalence provincial-fédéral qui vise les exigences au niveau de l'assainissement comme tel. Par contre, il y a toujours des enjeux au niveau... Là, c'est pas la bonne acétate, en fait, c'est la prochaine. Non, c'est ça, j'ai été trop vite. Là, tu étais en acétate. L'autre après. Donc, c'était au niveau de la loi des pêches, en fait, où il y a des interdictions de rejet pour toute substance nocive, finalement. Donc,
Il y a des avis à émettre en cas de rejet ou d'immersion sans délai. Et ça aussi, ça peut présenter quelques enjeux réglementaires pour les municipalités. Donc, on arrive maintenant aux solutions et à quelques suggestions de projets. Veux-tu commencer, Edith? Oui, dans le fond, les solutions pour limiter les surverses, il y a une solution idéale là, qui serait vraiment de mettre un réseau séparatif avec peu d'infiltration nidoparasites. Puis cette solution-là, on le sait tous que c'est très dispendieux, voire peu réaliste, entre autres pour des installations existantes. Puis ça ne règle pas tous les problèmes non plus. Fait qu'il y a des idées de projets sur le sujet, parce que l'idée de la tribune, c'est quand même de peut-être lancer des collaborations, des choses comme ça. Il y a déjà des initiatives, des solutions alternatives à la séparation des réseaux, entre autres, limiter l'infiltration d'eau, une meilleure qualité de réseau, débrancher les drains de toit ou de fondation. Il y a aussi des solutions locales d'infiltration, des noues, des marais ou autres solutions d'infiltration, du béton perméable, des surfaces végétalisées et des bassins de rétention qui permettent, entre autres, de conserver le volume et de l'envoyer tout doucement vers la station d'épuration quand on a l'événement de pluie qui est terminé. Maintenant, l'idée, c'était de peut-être donner quelques exemples de projets pour lancer ensuite la discussion sur voir qu'est-ce qu'on peut faire, où les universitaires, les centres de recherche peuvent aider à faire avancer les sujets. Un exemple ici, c'est l'exemple des ruelles bleues-vertes à Montréal. Dans le fond, l'idée là-dedans, c'est de venir décrocher tous les drains de toit, les drains de fondation, puis tenter d'infiltrer au maximum toute l'eau et de la traiter sur place. L'objectif étant de ne plus rien envoyer à la station d'épuration si le projet fonctionne très bien. Ça veut dire que ça viendrait de désengorger la station d'épuration d'une façon significative. Là, c'est un pilote, c'est une seule ruelle, mais on pourrait déployer ce genre d'idée-là plus grandement si ça fonctionne bien. D'autres exemples, des outils d'aide à la décision pour la planification des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales à Montréal. Peut-être, Émilie, je te laisserai glisser quelques mots. Oui, c'est un projet qu'on a présentement avec la Polytechnique où il y a une analyse géomatique principalement qui se fait à l'aide d'une approche multicritère. Donc, ça va nous permettre de voir le potentiel d'implantation des infrastructures vertes et leur impact sur les surverses en aval. Donc, c'est très intéressant. C'est des méthodologies qui ont été développées notamment en Australie puis en Europe, je pense. On a également un autre projet de recherche avec l'INRS où on évalue, encore une fois, parce qu'on est beaucoup dans la réduction à la source, évidemment, là, donc on évalue le potentiel de l'implantation des infrastructures vertes en réaction au changement climatique. Et ça, en regard avec notre système de gestion en temps réel. En fait, on a un contrôle temps réel dans les égouts à Montréal. Donc, on essaie de voir comment est-ce que ça peut s'adapter aux infrastructures intelligentes. On a un autre projet aussi qu'on a réalisé avec la Polytechnique dans le cadre de notre plan de gestion de débordement. En fait, on voulait voir si l'intelligence artificielle pouvait nous aider à déterminer les pluies seuils. Donc, en passant un long historique là, de données de pluviométrie et de surverse, on voulait voir s'il y avait des corrélations à cet endroit-là. Au niveau de l'intelligence artificielle, on ne l'a pas noté non plus, là, mais on regarde aussi avec un fournisseur pour remplacer certains modules dans notre optimisation là, pour le contrôle temps réel, évaluer les intrants, par exemple, à la station. Donc, produire un hydrogramme d'entrée, pas à partir d'un modèle hydrologique traditionnel, mais plutôt à partir de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, Edith, je te laisse aller avec Saint-Sauveur. Puis Saint-Sauveur, bien ça, c'est un projet qui est mené en partenariat, le CETO, avec la municipalité de Saint-Sauveur-des-Monts. À Saint-Sauveur, il y a des grands factory outlets, il y a une station de ski, des grands stationnements, fait qu'ils ont une gestion du pluvial un petit peu difficile. C'est une plus petite ville, ce n'est pas les mêmes enjeux. Ils ont beaucoup de réseaux séparatifs, mais même encore, ils ont encore besoin, ils ont du réseau unitaire. Fait qu'on travaille dans ce cas-là à l'implantation d'un bassin de biorétention qui se veut citoyen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de participation citoyenne dans le projet. Et puis, l'idée là-dedans, c'est de venir faire l'implantation d'infrastructures vertes, de retenir l'eau
vraiment, là, dans le cas de Saint-Sauveur, on ne veut pas retenir l'eau où est-ce qu'elle tombe, on veut plutôt tenter de la traiter dans un parc, plutôt de faire un bassin de rétention standard qui fait du tamponnage. On va envoyer ça dans un bassin de biorétention qui va venir vraiment traiter l'eau. Fait qu'on va arriver à le traiter localement, puis en plus, on espère être capable de planter suffisamment de végétaux là-dessus pour réduire les îlots de chaleur. Fait que ça, c'est un genre d'exemple de collaboration, de partenariat avec des villes à laquelle les entités de recherche sont capables de travailler. Maintenant, d'autres idées qui nous étaient venues en tête, c'est un peu peut-être se pencher sur prioriser les interventions en fonction de l'impact sur l'environnement. Il y a des surverses qui ont un très faible impact et la réglementation n'en tient pas compte. Pour l'instant, on fait tous les mêmes règlements. On est tous obligés de limiter les surverses. Peut-être de tenter de mieux comprendre leurs impacts pour pouvoir mettre les efforts pour que les villes, les municipalités puissent mettre leurs efforts aux bons endroits qui ont un impact concret vraiment sur l'environnement. Là-dessus, si je peux faire du pouce, là, c'est pour nous aider à prioriser les actions. Parce que, par exemple, à Montréal, on a 161 ouvrages de surverse. C'est sûr que si on veut réduire la fréquence de débordement, OK, ils ne sont pas tous en activité tout le temps. Là. Il y en a là-dedans qui sont manuels, je vous rassure, qui ne débordent jamais. Mais ça reste que c'est comme de dire on va faire un réseau séparatif dans une ville. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y a des enjeux budgétaires, il y a des enjeux de planification. Il faut essayer de mettre nos efforts aux bons endroits et de prioriser les actions. Donc, c'est un peu ça qui était l'idée derrière. Voilà. Puis maintenant aussi, bien, la vulnérabilité des municipalités, des infrastructures vieillissantes face au changement climatique. On va souvent parler de résilience des infrastructures. Fait qu'il y a peut-être lieu de se pencher sur ces questions-là aussi. Et ça, c'était des sujets qu'on voulait lancer peut-être pour discussion. Je ne sais pas, Émilie, si tu veux rajouter quelque chose sur la vulnérabilité des municipalités? Ben, c'est sûr que dans le fond, au niveau des vulnérabilités, on parle autant des surverses que de la protection hydraulique. On le voit, cet été, on a été malheureusement gâtés par les nouvelles là, avec des inondations dans le métro à New York ou en Asie, etc. Les municipalités ont des devoirs à faire là, pour évaluer la vulnérabilité de ces infrastructures publiques. Là. Puis là-dedans, je pense au transport collectif, je pense évidemment à la desserte, mais tout ça. Donc, nos infrastructures sont vieillissantes et puis il faut prendre des bonnes actions là, pour assurer le service aux citoyens, en fait.